Ok, bonjour à tous, c'est parti du coup pour ce podcast avec Manuel Diaz. Alors, le but c'est comme dit, pas forcément d'avoir des questions en particulier, mais vraiment de le faire comme ça, vraiment une discussion. Déjà, le premier truc dont je voulais parler, avant qu'on se présente, c'était comment est-ce qu'on est arrivé à faire ce podcast et pourquoi tu as accepté. Parce qu'avant, j'ai discuté avec Thomas qui m'avait dit que généralement 95% des trucs, tu les refuses. Et pourquoi est-ce qu'un mec de 18 ans qui t'envoie une vidéo là sur LinkedIn à 23h, pas 30 minutes plus tard, tu dis oui. Je pense qu'il y a une part que j'y suis allé un petit peu à l'audace et je voulais un petit peu avoir déjà ton avis sur un petit peu le sujet. Parce qu'il y a les bons mots-clés, c'est-à-dire que tu m'écris avec du contexte, c'est-à-dire que je vois que tu suis ce qu'on fait, il y a un historique, c'est pas un message qui dit « Ah, j'adore ce que vous faites » et qui n'a... je vois. À la première question, c'est mort. Tu sens que le mec, il sait pas du tout ce que tu fais, en fait. Donc, c'est pas un script automatisé, il y a un fond de vérité, il y a de l'audace, j'aime bien l'audace, voilà. Mais c'est vrai que je disqualifie à peu près 95% des demandes parce que justement, elles n'ont pas de contexte, parce qu'il y a un intérêt pour eux, mais pas pour moi, etc. Ici, il n'y en a pas beaucoup pour moi non plus, mais je veux récompenser le fait que quand on a de l'audace, de l'envie et que on le démontre, c'est cool, c'est bien de le faire comme ça. Trop bien. Ouais, je connaissais déjà un petit peu la réponse, mais écoute, trop bien. Est-ce que tu veux qu'on commence par se présenter? Je sais pas si tu souhaites commencer, je pourrais aussi un petit peu par la suite parce que je m'étais déjà un peu présenté dans la vidéo que je t'avais envoyée, mais ça mettrait un petit peu plus de contexte. Je sais pas si tu veux commencer par expliquer un petit peu ton parcours. Je sais que tu as aussi à 18 ans commencé ton business sans forcément faire d'études. Je sais pas si tu souhaites un petit peu en parler. Je sais pas si ça va vraiment intéresser les gens, mais je m'appelle Manuel Diaz, je suis entrepreneur. J'ai démarré dans l'industrie numérique à l'époque où ça n'était d'ailleurs pas une industrie numérique, en 97. Donc pour le contexte, Google n'existe pas, Twitter n'existe pas, on paye Internet à la minute de connexion, etc. Donc ça paraît lointain maintenant, mais la réalité c'est que c'était comme ça dans cette industrie-là au tout début. Et je me dis qu'Internet va tout changer quand je regarde un peu vers où ça va, ou en tout cas vers où on pense que ça va aller. Et on était en dessous de la réalité. Et je décide de me lancer à ce moment-là avec une passion pour le code et la technologie particulière. Ouais. Et du coup, tu as lancé ça avec ton frère qui avait 24 ans à ce moment-là? Oui, exact. Mon frère était plus vieux que moi. Il fallait quelqu'un de plus crédible, certainement. Ouais. Et comment tu as commencé? Comment tu as trouvé tes premiers clients? C'est quoi les débuts exactement? On est dans un autre contexte et une autre époque, en fait. Donc, c'est très différent. Je ne sais pas si ça a du sens aujourd'hui, mais on va dire que à cette époque-là, il y a quelques industries qui sont en train de se dire qu'Internet va changer des choses pour eux. L'industrie du voyage, l'industrie des petites annonces, qui paraît loin, mais ça montre aujourd'hui que Le Bon Coin et autres ont eu raison de suivre. Voilà. Et donc, on a trouvé nos premiers clients comme ça, et aussi parce qu'il y avait très peu d'agences à l'époque, très peu d'offreurs de services pour faire ton site web, te conseiller sur ces technologies qui étaient en train d'arriver. Ok. Et ça a mis combien de temps à vraiment complètement décoller? Écoute, nous, on a été profitable dès la première année. Et on a eu nos premiers employés dès la première année aussi, en fait. Donc, je pense que c'est le timing. On dit toujours que dans le business et dans l'entrepreneuriat, le timing est un sujet important. Ouais, c'est vrai. Le timing était juste et ça nous a aidés, ça nous a porté sur notre croissance. Ok. Et après, ton frère est parti aux États-Unis. J'ai vu qu'il y a... En fait, j'avais vu sur ton LinkedIn que d'abord, il y avait Emakina, après, il y avait Emakina Influx. Ouais, en fait... J'ai d'abord créé une agence en France. Cette agence est devenue européenne. D'accord. Et elle s'est appelée à ce moment-là Imakina parce qu'il fallait un nom qui marche plus à l'international. C'est d'ailleurs un sujet qu'il faut dire aux entrepreneurs qui nous écoutent quand vous choisissez votre nom. Faites gaffe à choisir un nom qui va marcher à l'international. Et dans les activités d'Imakina, on avait créé une division qui s'appelait Imakina Influx, qui était la division de gestion des créateurs, des influenceurs, si on a envie de les appeler comme ça. Et j'ai vendu Imakina il y a quelques temps maintenant, et j'ai gardé l'activité influence pour en faire Influx Group, qui est complètement déconnecté d'Imakina. Ok, je vois. Qui est du coup ici à Paris. Il y a Léo Duff, que je connais aussi, enfin, que je regarde son contenu depuis aussi assez longtemps. Romain Laneri, il y a aussi Quentin,
Il y a Quentin Cugnot, il y a Alexandre Calvez, il y a Hard Disk, il y a Guillaume Play, Legend, qui avait fait le QG avant. Il y a Ludoc, il y a Alexis Vanden, il y a Vince, il y a... Voilà. Donc, nous, notre positionnement, c'est de défendre les créateurs et de trouver des écosystèmes créatifs qui leur permettent d'être indépendants et de mener à bien leurs projets avec de l'ambition. Et en fait, jusqu'à présent, les gens qui représentaient les créateurs, c'était souvent les gens qui viennent du monde de la régie publicitaire. Donc, qui étaient un peu plus du côté marque que du côté créateur, par un prisme naturel, très certainement. Et je trouve que sur ce marché, quand on regarde à l'échelle globale, en Asie, aux États-Unis, etc., en Europe, il y avait vraiment ce côté très régie pub, on vous vend des millions de vues, des clics, etc. On traitait les influenceurs comme une publicité ads. Ouais, exactement. Donc, c'est pas du tout notre philosophie. Nous, notre positionnement, c'est dire qu'on est agent de créateurs. Comme il y a des agents pour des artistes musicaux, comme il y a des agents pour des acteurs au cinéma, il y a des agents pour les créateurs. Et l'idée, c'est de faire en sorte que les relations avec les marques ou avec leurs collaborations commerciales soient les plus équilibrées possibles et les plus transparentes possibles pour les gens qui les écoutent. Ok. Et vous avez... quelle est votre vision sur le long terme ? C'est-à-dire, le but, c'est pas forcément... J'ai l'impression que c'est pas le but de faire un maximum de profit, de prendre un maximum d'influenceurs, d'être sélectif là-dessus. C'est quoi les critères de sélection exactement que tu veux avoir sur un influenceur ? Alors, il y a 346 critères chez Influx. Qui sont scorés par une équipe de scouting. Les créateurs ne peuvent pas postuler à l'agence. Donc, c'est vraiment vous qui allez chercher le créateur. Nous, on suit une stratégie qui est la nôtre. On regarde les créateurs marché par marché, pays par pays, et on approche les créateurs dont on aime le travail et qui correspondent à nos critères de sélection. Ils rentrent d'abord dans une discussion avec l'agence. On a un parcours de qualification. Si c'est des jeunes créateurs, ils passent à travers ce qu'on appelle la junior track, en fait, qui, on va dire, les entraîne, leur fait passer une espèce de MBA en marketing. Donc, on va reposer les bases. Qu'est-ce que c'est une plateforme de marque ? Qu'est-ce que c'est un KPI ? Comment ça marche ? Etc., etc. Qui vont en faire de bons partenaires pour des marques avec lesquelles ils vont pouvoir travailler demain. Et puis ensuite, ils passent en contrat pro pour ceux qui ont passé cette période de qualification. Si c'est déjà des créateurs confirmés, on fait d'abord quelques galops d'essai et après, on leur fait une proposition pour rejoindre l'agence. Mais nous, on a un positionnement extrêmement premium. On veut représenter les gens auxquels on croit et qui correspondent à notre stratégie, mais pas l'exhaustivité du marché. Il est hors de question de représenter des centaines ou des milliers de créateurs. Ouais, je vois. Il y a plus cet objectif-là de prendre quelque chose de plus premium, d'être hyper sélectif. Mais c'est vrai que dans le domaine de l'influence, j'ai souvent vu l'inverse. C'est-à-dire prendre beaucoup de monde et en fait, on s'en fout un peu de la qualité derrière. Mais je vois là, il y a une approche différente. Actuellement, vous êtes que sur des créateurs en France. Et vous comptez partir sur d'autres pays ou c'est juste rester focus sur la France ? Non, il se trouve que pour l'instant... on consolide le marché français, mais on a une stratégie internationale qui va se dérouler à partir de 2024. Trop bien. D'ailleurs, ce marché, il s'est effectivement, comme tu le disais, beaucoup construit sur des logiques de volume, et c'est lié à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il a été tenu par des acteurs de la pub. Donc les acteurs de la pub, eux, plus ils ont de volume, plus leur risque est dilué. Nous, on vient pas de ce background. Nous, on vient d'un background qui est créatif et stratégique. Et donc, on choisit des artistes parce qu'on aime leur travail et qu'on veut le développer. C'est Romain Laneri, c'est la rencontre que tu as eue avec Romain Laneri qui t'a poussé à créer, à passer sur cette nouvelle agence ? Imakina faisait déjà intervenir des créateurs de contenu dans le cadre des stratégies de grandes marques qu'on conseillait. Donc on avait déjà des créateurs de contenu avec lesquels on bossait dans nos mix marketing qu'on conseillait aux marques qui étaient nos clients. Et la rencontre avec Romain m'a permis de me rendre compte de ce qui ne fonctionnait pas. C'est-à-dire, d'un côté, j'avais des marques qui étaient les clients classiques de l'agence qui me disaient « je mets de l'argent et j'ai l'impression que cet argent s'évapore entre chez moi et les créateurs ». Il y a beaucoup d'intermédiaires entre les deux, beaucoup d'acteurs qui prennent des commissions sans véritablement justifier d'une valeur ajoutée. Et de l'autre côté, des créateurs qui disent moi j'ai un brief qui est tout pourri, je ne comprends pas quel est l'objectif, etc., etc. Donc nous, on a voulu
dire non, il faut que la relation soit la plus directe possible, que la relation entre la marque et le créateur soit le plus directe possible, et qu'il y ait au moins de la transparence sur où vont les moyens des marques et à quoi ils vont servir. Ouais. Et vous travaillez aussi avec un directeur artistique qui s'appelle Quentin, qui à la base travaille en tant que freelance avec Léo. Ouais. Et moi, pour l'anecdote, je crois que quand j'avais genre 14-15 ans, j'avais vu une vidéo de Léo Duff avec le motion. Et je me suis dit, putain, je veux faire la même chose. Et j'avais m'étais lancé sur YouTube et je faisais des vidéos où j'analysais genre les rumeurs un petit peu sur le prochain iPhone et je copiais un petit peu le style. Et en vrai, moi, c'est aussi comme ça que je me suis lancé dans le motion design. Alors, je savais même pas, en fait, à le début, je croyais que c'était Léo qui le faisait. Après, j'ai découvert que c'était Quentin. Et moi, ça m'avait beaucoup inspiré pour mon agence. Quentin, c'est une belle rencontre. Je l'ai rencontré par l'intermédiaire de Léo. Et Quentin, c'est un vrai créatif. Ouais. Et effectivement, on a la chance qu'il soit notre DA chez Influx. Et on travaille très directement l'un avec l'autre. Et il me supporte, on va dire ça comme ça. Tu étais très exigeant, on en parlait juste avant. Tu avais parlé des bougies que tu avais fait 735 allers-retours. Tu parles beaucoup d'excellence dans ton podcast. Et je pense qu'il y a un côté où genre, si on regarde ton parcours de 18 ans jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas forcément créé 14 entreprises différentes dans 14 domaines différents. Donc aujourd'hui, tu accumules quand même une expérience. C'est quoi aujourd'hui parce que moi, la plupart des entrepreneurs que je connais qui ont ton âge, généralement, ils ont monté 20 000 business différents. Et en fait, j'ai remarqué que les gens qui restent focus font des choses bien plus grandes. C'est quoi ton avis un petit peu sur le sujet, sur le fait de rester focus ? Après, ça correspond aussi à des caractères. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui aiment bien démarrer des business, mais qui n'aiment pas du tout la phase de consolidation, croissance, process, montée en puissance, etc., etc. Moi, effectivement, l'agence est restée une agence. Mais à travers le temps, comme on a vécu une période d'histoire où Internet a quand même beaucoup changé, j'ai l'impression d'avoir fait plein de métiers. C'est vrai. On est passé de gens qui faisaient des sites web à des gens qui ont fait de la stratégie marketing. On a travaillé pour la majorité des marques de luxe du marché. On a conseillé des personnalités publiques qui sont des patrons du CAC 40, des présidents de la République, des directeurs artistiques de maisons de luxe, etc., etc. Et donc, on a rajouté beaucoup de métiers dans l'agence. Et j'ai pas eu le sentiment de faire sans arrêt le même métier. Après, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai un profil de mec qui persévère. J'aime pas trop construire un truc, montrer la dynamique et le filer à quelqu'un d'autre. Ouais, je vois. Je suis assez persévérant. Ouais, effectivement. Et tu avais justement dit dans un podcast que tu dormais genre 3-4 heures par nuit, que tu avais vraiment un mode de vie très, très focus et que c'était assez impressionnant, genre le nombre d'heures que tu fais par semaine. Oui, et c'est pas une question de quantité. Alors ça, c'est mon rythme normal, en fait. Donc après, je pense qu'il faut faire avec qui on est. Moi, je dors pas beaucoup, effectivement, mais ça, c'est un rythme normal. Je me force pas, en fait. C'est pas parce que c'est à la mode, c'est juste que c'est comme ça. Mais je pense qu'il faut composer un peu avec qui on est et s'appuyer sur ses forces, en fait. Moi, j'ai une assez grande amplitude horaire, mais en même temps, je coupe mes journées assez tôt. Tu m'as dit en préparant ce podcast, si tu veux, on déjeune ensemble. Je fais pas de déjeuner. On n'a pas déjeuné ensemble. J'ai proposé, mais je savais. Je me suis dit, il y a 80% de chances que tu refuses. Mais ça n'a rien contre toi, ça n'a rien de personnel. Mais c'est juste que tu veux rester dans ma journée, c'est un moment qui n'existe pas, en fait. Ouais, je vois. Mais moi, c'est aussi un truc que, pour le coup, j'ai fait, c'est-à-dire que moi, j'ai commencé, du coup, pour le coup, assez jeune, et je suis toujours resté sur le même truc. Et tu sais, il y a beaucoup aujourd'hui avec Instagram, beaucoup de business à la mode. C'est les gens qui vont faire du dropshipping, des NFT, des trucs comme ça. Et moi, je suis toujours resté focus sur le même truc. Et j'en avais fait un post LinkedIn ce matin où je disais que, en fait, première année où j'ai commencé moi à 12 ans à faire un peu de motion. De mes 12 à 15 ans, j'ai pas gagné 1 euro. À 15 ans, je gagnais 500 euros par mois. Et après, ça a décollé à 17 ans. Mais en fait, on met des années à réussir du jour au lendemain. Et il n'y a pas de côté où je teste un truc et 6 mois plus tard, ça explose. Et pour moi, le côté où tu mets toute ton énergie pendant des années dans un même truc, c'est le meilleur moyen
d'avoir des chances de réussir, en fait. Oui, et puis je pense qu'on apprend plus beaucoup la persévérance. C'est dommage. Ouais. On fabrique beaucoup des générations de zappeurs. Alors déjà que les réseaux sociaux nous incitent beaucoup à zapper d'un contenu à l'autre, et tu te rends compte que le niveau de culture sur certains sujets est proche de la surface du vernis à ongles. Donc, tu as des gens qui savent parler pendant 1 minute et demie d'un truc, de plein de trucs, mais dès que tu creuses un tout petit peu, c'est compliqué. Et moi, je préfère des mecs qui ont choisi leur combat, qui sont persévérants, qui vont aller dans les détails, qui sont capables de parler de leur sujet. Et je suis le premier à le dire, hein, moi je suis nul en beaucoup de choses. J'ai choisi 1 ou 2 thèmes sur lesquels j'aime bien ces sujets-là et je les creuse autant par passion que par envie professionnelle. Et j'aime bien que quand tu viennes sur ces sujets et que tu me dis je m'y connais, ben oui, on puisse avoir une vraie discussion, en fait. Ouais, je vois. Tout le monde veut dire, veut un peu parler de tout et un peu comme à l'école où tu veux avoir des bonnes notes partout pour avoir une bonne moyenne. Mais en fait, ce qui compte, c'est ce qui fait que tu vas réussir professionnellement, c'est le fait que tu sois excellent dans une toute petite niche. Ça suffit pour... souvent, à la fin, on fait des élèves moyens. Ouais, si t'es moyen partout... C'est comme les mecs, c'est parfois sur LinkedIn qui me prospectent, qui me disent « Ok, je fais ça, ça, ça et ça. » Et à la fin, tu te dis « Ok, mais t'es moyen partout. » Donc ça sert... même si le mec, il peut pas être excellent dans plusieurs domaines. En tout cas, pas dans tous. Ouais. Et moi, la question que je voulais te poser, c'est que là, actuellement, mon agence... Bon, c'est pas du tout le même niveau que le tien. J'ai compris que le recrutement et les gens qui travaillent pour toi, les gens de ton équipe, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que moi, j'ai des gens qui m'ont fait perdre beaucoup de temps, beaucoup d'argent, et à côté, il y en a qui ont fait une grosse partie de ma réussite. Et j'ai compris que le recrutement dans une agence, c'est ultra important. Je pense que toi, tu dois avoir énormément d'expérience là-dedans. Quels sont tes conseils par rapport à ça, tes critères de recrutement, et comment est-ce que tu recrutes aujourd'hui? Même pas forcément par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, mais même ce que tu as fait auparavant et les erreurs que tu as faites dans ce domaine-là. À la fin de l'agence, avant que même dans la partie où j'ai vendu l'agence et où j'ai fait le handover avec le groupe américain qui a racheté, on était dans 50 géographies, on recrutait 1000 personnes par mois. 1000 personnes. Et on n'y arrivait pas d'ailleurs. C'était difficile d'arriver à faire les 1000 personnes par mois pour soutenir la croissance. Écoute, c'est la partie la plus difficile, mais qui est aussi la plus stratégique. Quand tu fais tourner une agence, tu fais un people business. Donc, tu fais pas un software business. Donc, tu fais un people business. Donc, à partir de là, la qualité des gens qui composent tes équipes est directement reliée à ta compétitivité et à ta performance, et souvent, bottom line, à tes résultats. Donc, oui, il faut être très précautionneux. Je pense qu'il faut à la fois regarder les compétences, mais il faut à la fois regarder ce qui bouge le moins vite, c'est-à-dire le comportement, l'éducation, les soft skills. Moi, je suis assez praticien de la détection rapide, la décision rapide, mais dans les deux sens. Hire fast, fire fast. Donc, recrute vite, mais vire vite. Je pense qu'on n'est pas là, nous, entrepreneurs, pour faire l'éducation des gens. C'est pas notre taf. Ils ont des parents, ils ont des familles. Si quelqu'un vient en retard ou n'a pas la discipline de faire, c'est pas à toi de dire ok, je vais le former pour qu'il soit à l'heure et je vais le garder. Donc non, ils ont des parents, ils ont des familles, ils sont adultes. Je vois pas des enfants. Donc on est censé avoir des produits adultes fabriqués par la nation, prêts à être vraiment rejoindre une équipe, utilisés dans une perspective professionnelle, dans le bon sens du terme, et on n'est pas censé avoir à les convaincre de leur propre intérêt, en fait. Je vois. Donc, dès que tu vois des symptômes comme ça, où le mec a des écarts de comportement, etc., moi, je dis non, on va perdre un temps monstrueux, en fait, et c'est pas possible. Après... le marché de l'emploi est aussi compliqué, donc il faut faire avec le bassin qui est le tien. Donc nous, dans l'état où était l'agence au moment où je l'ai vendue, on était dans beaucoup de pays. Donc il y avait des compétences où si on les trouvait pas dans un pays, on pouvait les prendre dans l'autre, parce qu'on avait des process pour travailler, où finalement le dev dans telle équipe, qui soit en Suède, en Italie, en France ou à l'autre bout du monde,
on s'en fout du moment qu'il commit son code. Donc, pour nous, ça n'avait pas... Et ça, je pense que c'est un truc très, très important de définir dans ton organisation quelles sont les compétences qui sont liées au marché, qui vont avoir de l'impact sur le marché. Okay. Donc, les compétences orientées vers tes clients, etc. Celles-ci, elles sont... Elles sont vérifiables assez facilement. Elles sont vérifiables facilement, mais elles sont peu dans la commodité. Elles peuvent être assez peu dans un process multigéographie. Et quelles sont les compétences qui peuvent être, elles, dans un process où la géographie n'a pas beaucoup d'importance. Ok, je vois. Quand tu me dis on recrutait 1000 personnes par mois, genre, moi, je me dis comment est-ce que tu fais pour te lever le matin, te dire ok... moi, ça m'intrigue énormément parce que je me dis... moi, parfois, quand j'avais 6 ou 7 personnes au début, à 17 ans à gérer, c'était la galère. Et là, je me dis 1000 personnes. Comment... Je pense que... Je réponds à ma question un petit peu en même temps, mais je me dis, tu dois avoir un côté où tu délègues. Maintenant, tu fais confiance à des gens, je pense que tu peux même pas les voir, les 1000 personnes. Non, tu sais même pas qui ils sont au bout d'un moment. C'est l'entreprise qui recrute 1000 personnes, c'est pas moi en tant que personne. Je vois. Et nous, on arrive à diriger une société et que la société, elle respecte ta vision et atteindre les objectifs que tu as déterminés. Si tu as d'autres personnes qui le font, comment est-ce que tu arrives à contrôler, avoir un contrôle au bout d'un moment sur tout ça? En fait, je pense qu'il faut surtout donner beaucoup de pouvoir aux équipes opérationnelles. Nous, on a toujours eu une organisation qui est un peu comme une grappe de raisin. C'est-à-dire qu'à un moment, tu fournis la sève, la stratégie, etc. Mais chaque grain de raisin constitue une partie de la grappe. Et tu n'es pas là pour convaincre les grains de raisin d'être des grains de raisin, en fait. De façon existentielle, ils savent ce pourquoi ils sont là. Et tu fournis les moyens pour ça. Mais c'est beaucoup les équipes opérationnelles qui recrutaient. Il n'y a rien de mieux qu'un développeur pour recruter un autre développeur, surtout si ça va devenir son collègue dans son équipe. Nous, pendant très longtemps, on a été une boîte qui n'avait pas de DRH. Je vois. On avait une boîte qui avait une politique RH, mais qui n'avait pas de DRH qui contrôle chaque recrutement par pays, etc., etc. On a donné beaucoup de pouvoir aux équipes opérationnelles et aux managers opérationnels. Parce qu'il n'y a rien de mieux que les gens qui managent les équipes pour savoir de quoi ils ont besoin, de quel type de comportement ils ont besoin, de quel type de skills ils ont besoin. A contrario, pour que ça marche, il faut que les gens dans les équipes scorent leur manager. Sinon, tu fais naître une politique du petit chef qui devient catastrophique. Parce que, évidemment, au bout d'un moment, les managers, ils règnent un peu en maître sur leur business unit. Et s'ils ne sont pas trop challengés, ou s'ils sont pas... Et la fonction d'un manager, c'est de faciliter le boulot de ses équipes. Donc, qui de mieux que ses équipes pour le scorer. Donc, ça prendrait des heures et des heures d'expliquer quel était le modèle managérial de l'agence à l'époque. Mais on a beaucoup fonctionné comme ça et ça a permis de soutenir une croissance à travers les années pour passer de première année 1 à 2 personnes et dernière année... là, actuellement, Imakina et EPAM, sous leur forme actuelle, ils sont 55 000. 55 000. À peu près, un truc comme ça. Ouais, c'est énorme. Mais c'est coté en bourse, je crois. C'est coté en bourse, oui. Ouais. C'est incroyable, en vrai, de se dire... Du coup, tu as commencé vraiment une boîte avec... Mais est-ce que la croissance de la société, elle est plus été linéaire ou exponentielle? Non, elle a quand même suivi la croissance de notre secteur, qui était le web. Donc, donc ça a explosé, ça a été corrélé. Je pense qu'on a eu rarement d'années où on n'avait pas de croissance à 2 chiffres. C'était assez rare de faire des années à moins de 30, 40, 50% de croissance, des fois plus. Ok, je vois. Mais du coup, toi, ce que je te recommande par rapport au recrutement, c'est donner de la confiance, faire confiance aux gens et accepter que, moi, à titre perso, j'avais des gens qui bossaient pour moi et je leur disais, bon, écoute, si tu connais quelqu'un qui a fait la même école que toi, tu peux lui en parler. Et moi, j'ai aussi un petit peu recruté comme ça. Après, moi, le problème que j'ai eu, c'est quand j'avais une personne qui était pas bonne, mais que je lui demandais de recruter, et je me rends compte qu'elle n'est pas bonne 3 mois plus tard. Et du coup, tu as eu plein de personnes pas bonnes. Voilà, exactement. Ouais. Ça, il y a un truc que je trouve incroyable, c'est que quand tu as un client genre, qui te paye en retard, ou qui n'est pas fiable, ou qui a un défaut, ce client-là, les gens à qui il va te recommander sont pareils. Ouais. J'ai déjà remarqué ça, en fait. Il y a une tendance à... C'est l'esprit de cohorte. Mais en fait, je pense qu'en recrutement, il faut passer son temps à recruter des gens qui sont meilleurs que toi. Ouais, c'est vrai. Il faut que tu arrives à détecter
que le mec en face de toi, il va apporter quelque chose. T'es pas là pour dire aux gens ce qu'ils ont à faire. T'es là pour dire aux gens vers où il faut aller. C'est ça ton boulot de dirigeant, de vraiment décider de ta stratégie, de ta lecture du marché, de où tu veux aller. Comment il faut y aller, c'est précisément pour ça que tu engages des gens. Moi, j'ai passé mon temps à recruter des gens brillants, bien plus intelligents que moi, et qui ont été mes DG pays pendant des années. Nicolas, qui est le DG France, et que je connais depuis très très longtemps, il a commencé chez Netscape, il a travaillé au Boston Consulting Group, il a travaillé chez Microsoft, il est venu chez Imakina. C'est un mec brillant, c'est une anomalie qu'il vienne chez Imakina. Et pourtant, je pense que c'est ça l'obsession qu'il faut avoir dans tous ces business, c'est de se dire à quel point je vais recruter des gens qui sont brillants et qui vont savoir s'adapter et contribuer au projet de l'entreprise. Ok, je vois. Mais moi, au début, ça m'avait mis un petit coup d'ego de voir que t'as un mec qui est meilleur que moi, mais c'est la meilleure décision à prendre, en fait. Enfin, moi, de base, j'étais motion designer, et en fait, un jour, j'ai compris que j'étais pas si bon que ça, parce que t'as des mecs qui étaient 10 fois meilleurs que moi. Imagine ce que serait devenue l'agence si j'avais continué à coder. Catastrophe. Tu serais freelance. Tous mes développeurs étaient meilleurs que moi, évidemment. Mais si j'avais pas codé pendant quelques années, il n'y aurait pas eu d'agence. C'est sûr, on ne délègue jamais un truc que tu maîtrises pas. Tu maîtrises pas forcément le début. Il faut au moins l'avoir fait un tout petit peu pour savoir à quelles contraintes ils sont confrontés et essayer d'avoir une conversation où on parle. Sinon, tu maîtrises rien. En fait. Un tout petit peu de la même langue, parce que sinon, c'est compliqué. Ok. Après, je pense que c'est une erreur de dire aux gens recrute des gens de la même école que toi, que t'aimes bien, etc. Je pense que c'est une grave erreur. On s'en fout de l'école. Recrute des gens que t'admires. Recrute des gens que tu trouves brillants. Recrute des gens qui vont apporter quelque chose qui manque dans le projet. Voilà. Moi, j'ai un paradoxe énorme par rapport à ma société. C'est que moi, pour le coup, j'ai quitté l'école à 16 ans. J'ai pas le bac. J'ai niveau scolaire catastrophique. Pourtant, toutes les personnes dans ma société ont des masters, ont des diplômes. Parce qu'en fait, toutes les personnes que j'ai recrutées qui avaient pas de diplôme ou qui sont un petit peu dans la même énergie que moi, c'était impossible de travailler avec eux. Mais les diplômes, on s'en fout un peu, je suis désolé, mais tu regardes aujourd'hui le niveau de Terminal S en France, c'est à peu près le niveau de 5e à Singapour. Mais je partage le même avec toi. C'est juste que les gens, en fait, c'est-à-dire que j'avais recruté qui n'avaient pas de diplôme, ils étaient parfois meilleurs que celui qui avait un diplôme. Ils étaient excellents. Et je vais pas dire que les diplômes, c'est important. Mais en fait, le problème que j'avais, c'était que puisqu'on était un petit peu pareil, entre guillemets, en termes de... Je sais pas trop comment expliquer, mais j'avais un ami, par exemple, avec qui, il avait la même énergie que moi, genre entreprendre, tout ça, voilà. Et en fait, quand j'ai voulu bosser avec lui, j'arrivais pas parce qu'on se complétait pas, en fait. Et ça s'est mal passé. Et en fait, c'est ça un petit peu le paradoxe que j'ai dans ma société, c'est que je passe mon temps à dire sur LinkedIn, à critiquer un petit peu le système scolaire, alors que je suis dans une famille de profs, donc ça me pose beaucoup de problèmes perso. Mais ça, on peut en parler. Mais je me dis, ce qui m'a énervé, c'est de me rendre compte qu'en fait, je ne peux pas avoir quelqu'un qui travaille pour moi, qui est comme moi, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est deux sujets différents. D'un côté, il y a le système scolaire et il fait très bien son boulot dans certains cas et il est moins adapté dans d'autres. Et le boulot du système scolaire et de l'école publique, c'est de convenir au plus grand nombre. Pas aux particularités, pas au particularisme en tout cas. Et donc, évidemment que le boulot de ce système, c'est d'éduquer une nation dans sa globalité. Et on va dire que, grosso modo, il fait à peu près ce taf, même si le niveau de culture générale baisse de façon catastrophique. De l'autre côté, il y a des individualités qui ne se retrouvent pas là-dedans et dont tu peux faire partie et qui doivent voler de leurs propres ailes et assumer leur choix. Mais ça va te condamner à travailler plus et à travailler différemment. Et à trouver tes propres méthodes d'acquisition de connaissances. Parce qu'on ne peut pas vivre dans une industrie comme la nôtre, où on n'est pas en acquisition de compétences et de connaissances en permanence. Ce qui était vrai il y a 2 ans n'est plus vrai aujourd'hui. L'IA n'en était pas là, l'IA est là aujourd'hui. Le Vision Pro sort le mois prochain aux États-Unis. Ça va changer énormément de choses. Effectivement. Et si tu aimes le contenu de Léo, c'est ce qu'il passe sa vie à faire, Léo, c'est à décortiquer
comment la technologie a de l'impact sur nos vies, sur nos métiers, sur la façon dont nos sociétés, au sens sociologique du terme, sont construites. Et je pense que c'est ça l'enjeu. Le grand mensonge, c'est de faire croire aux gens qu'ils vont passer quelques années de leur vie à apprendre des trucs. Ouais. À la fin, on leur met un coup de tampon qu'on appelle un diplôme. Donc, ça, c'est le label rouge, en fait. Et après, ils n'ont plus qu'à se porter, à se laisser porter par la dynamique professionnelle. Mais c'est faux. La réalité de l'économie vers laquelle on va, c'est qu'il va falloir apprendre toute ta vie. Et qu'on ne va pas apprendre qu'à l'école. À la rigueur, à l'école, on devrait apprendre à apprendre. Mais ce qui est incroyable, c'est que le monde évolue très rapidement. Tout a changé. Les voitures, les hôpitaux, tout ça. Mais le système scolaire, si je vais voir quelqu'un qui a... même mes parents, même mon grand-père, il y a des trucs qu'il a appris qui sont pareils que ce qu'a appris ma sœur de 13 ans. Il y a des choses qui évoluent extrêmement peu. Et moi, pour l'anecdote, quand j'étais au lycée, pour te dire, j'ai fait 3 mois de lycée. Et en fait, il y avait le prof de maths, il était en train d'apprendre une équation hyper... voilà. Et dans la classe, il y avait... c'est pas que les élèves étaient méchants, mais la moitié s'en foutaient, en fait. Et il y avait un élève qui avait levé la main, qui avait dit « ça sert à quoi d'apprendre ça ?» Et en fait, il y a un côté, tu te dis je pense que le système scolaire, il sert quand même pour une partie, mais il y a vraiment pour moi une grosse partie où les gens sont pas forcément à leur place. Et moi ce que j'avais trouvé de bizarre, c'est que moi j'ai eu beaucoup de problèmes avec le système scolaire et les assistants, tu sais, de comment on appelle ça, qui veulent te conseiller d'orientation. Ça a été très drôle. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que ils se sont eux-mêmes mal orientés. Ouais, je crois que ça tu l'avais aussi dans un podcast, genre c'est conseiller d'orientation, c'est pas un truc que tu as si t'étais bon, tu serais pas conseiller d'orientation. Effectivement. Mais du coup, j'en ai beaucoup vu, et ce qui est incroyable, c'est que ils dévalorisent énormément les métiers, genre par exemple manuel. Ouais, genre par exemple le fait d'ouvrir une boulangerie, c'est genre t'as raté ta vie. Alors que le mec qui avec une boulangerie, il peut en ouvrir 10, devenir excellent et faire plus d'argent qu'un ingénieur. On va dire ça à Michalak ou Cédric Grandlet. Je trouve que ça sera rigolo. Et c'est vrai que pendant un moment, on a dévalorisé la filière professionnelle. Aujourd'hui, un mec qui travaille dans le bâtiment, un mec qui travaille dans les métiers de bouche, dans l'artisanat, s'il est bon et qu'il a un peu, on va dire, de rigueur dans la façon dont il fait son boulot, il manquera jamais de boulot. Mais oui. Et il peut construire une super boîte. Mais oui, c'est sûr. Et voilà. Après, moi, ce que je n'aime pas beaucoup pour être autocritique avec notre secteur, c'est tous les mecs du numérique qui te vendent du contre-système, les revanchards, les mecs qui veulent se... Ouais. Parce que ce que toi, tu décris, que je trouve intéressant, c'est pas de dire que le système ne fonctionne pas, c'est plutôt la méthode pédagogique qui n'a pas marché sur toi. Et en fait, je pense, au regard de l'actualité récente, puisque le ministre de l'Éducation nationale vient de devenir Premier ministre aujourd'hui, Gabriel Attal a cerné le fait qu'il y avait un problème de méthode pédagogique et a dit on va changer la méthode pédagogique. Je pense que pour la première fois, on met le doigt sur quelque chose. Le problème, c'est pas la matière. Il y a des milliers de personnes qui ont appris les maths avant toi. Le problème, c'est qu'on continue à les apprendre de la même façon, avec une méthode pédagogique qui est plus adaptée aux outils qui nous environnent. Et c'est ça le souci. On n'a pas fait avancer suffisamment les méthodes pédagogiques pour garder l'attention des élèves et leur faire comprendre à quoi ça allait leur servir. Si tu fais comprendre à un élève que résoudre une équation, ça va l'aider à coder un jeu avec lequel il va pouvoir jouer lui-même dans son iPhone demain, peut-être qu'il y aura peut-être plus d'intérêt. Ou même à hacker un truc. La majorité des devs se sont intéressés à casser des systèmes pour mieux savoir comment ils fonctionnent. Donc, il y a plein de méthodes pédagogiques pour capter l'attention des élèves. Mais c'est vrai que c'est les méthodes qui n'étaient pas bonnes. De l'autre côté, dans notre industrie, on a tout un tas de mecs qui veulent absolument prendre leur revanche comme des super-héros sur un système, on sait pas trop lequel, qui partent surtout beaucoup à Dubaï parler de crypto-monnaie. Je l'ai venir, c'était dans mes trucs. Et ça m'exaspère, en fait. Ça m'exaspère. Les donneurs de leçons qui, en fait, ne parlent que d'une chose, c'est de fric, comme si c'était l'alpha et l'oméga de la réussite. Oui, c'est important, mais c'est une façon de mesurer la réussite, c'est pas la seule. C'est pas le seul KPI. Mais ouvre YouTube, là, quand il y a même des mecs spécialisés
je vais taire les noms, qui passent leur temps à aller faire des interviews de mecs pour leur dire tu gagnes combien, t'as fait combien d'argent ce mois-ci. Mais arrêtez 2 minutes. Mais je discutais dernièrement avec un client qui m'a dit que il y a peut-être 20 ans, moi j'étais même pas né, j'en sais rien, mais quand tu demandais à quelqu'un quelle est la vision de ta boîte dans 5 ans, il te disait bon, mon but c'est de révolutionner tel et tel domaine, ou de recruter tant et tant de personnes, ou d'avoir un impact. Aujourd'hui, tu as des gens qui disent ok, dans 5 ans je veux faire 10 millions. Et moi je t'avoue, un peu m'autocritiquer, j'ai un peu fait cette erreur-là. Et on va parler après de l'ego, du prestige, tous les trucs comme ça. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as ce truc-là où les gens, ils veulent juste faire de l'argent. Et en fait, j'ai compris que si tu as cette vision-là de juste faire de l'argent, ça ne sera pas grand-chose. L'argent, s'obtient parce que tu résous un problème, parce que tu apportes de la valeur. Et le focus sur lequel il faut avoir, c'est apporter de la valeur. Bon, ça, je t'apprends rien pour le coup, mais c'est ma vision, tu vois. C'est d'apporter de la valeur à un client, résoudre un problème. C'est comme ça qu'on construit quelque chose. Et effectivement, moi, aujourd'hui, quand j'ai des gens parfois qui me contactent sur Instagram ou LinkedIn de mon âge, ils ont vraiment cette logique-là de faire de l'argent. Et c'est important, mais c'est pas... Ton client, il s'en fout que tu veux faire de l'argent. Et ce qu'il veut, c'est que tu lui apportes de la valeur, que tu résous un problème, en fait. Il faut être focus là-dessus. Et on parlait justement de la boulangerie. Moi, je vais te donner un exemple qui est vraiment tout bête. J'ai un client qui a une boîte qui enlève les nuisibles. Et en fait... le mec, il est venu, il m'a pris 7 vidéos d'un coup. Il m'a dit, envoie-moi direct la facture. Et pour le coup, effectivement, je sais pas combien il fait, mais il doit faire énormément d'argent. Et en fait, j'ai compris que tu as des business qui sont tout simples, qui font énormément d'argent. Par contre, le mec qui a sa start-up, où il fait un truc comme ça, il fait pas d'argent, il est subventionné par l'État, tout ça, lui, il a 10 fois plus de prestige. Il va pas dire, oui, alors moi, je fais ça, tout ça. Mais en vrai, il fait pas vraiment d'argent, il n'a pas de vrai impact. Et ça, c'est un truc que j'ai compris, c'est qu'il faut toujours privilégier le profit, faire quelque chose de concret au prestige. Parce que moi, l'erreur, j'avoue que j'ai faite en 2023, c'est que moi, pour t'expliquer, à 18 ans, c'est-à-dire que j'ai démarré... je sais pas si on peut parler d'argent dans ce podcast, mais c'est le tien, hein, donc ouais, j'ai démarré, tu vois, alors c'est pas énorme par rapport à ce que toi t'as fait, mais je faisais des dizaines de milliers d'euros, tu vois, genre, mais après, c'est-à-dire que j'avais juste des clients, je vendais des vidéos à 2000 euros et ça marchait trop bien. Et en fait, j'ai démarré à 18 ans comme ça, alors qu'il y a 1 an, je gagnais pas d'argent. Et moi, j'ai trop été dans ce truc-là de... Et en fait, c'est justement des gens comme toi qui ont fait des trucs, ou des gens que j'ai vus qui ont un autre niveau, où je me suis dit, en fait, ok, c'est pas ouf, faut aller plus loin. Et en fait, faut pas vouloir alimenter son ego et toujours être dans chercher le prestige ou chercher à vouloir être bien vu auprès des autres, mais être focus sur créer de la valeur. En fait, il y a plusieurs notions dans ce que tu dis. Il y a la question de l'argent. L'argent, c'est une unité de mesure pour vérifier que ce que tu proposes, un marché l'achète. Ouais. Ok ? C'est pas moral. Oui, justement. Ça ne dit rien de ce que tu vends, de la nature de ce service, de l'utilité de ce service. Et encore, la morale, elle est à géométrie variable. Donc, il n'y a pas de moralité, en fait. D'ailleurs, on voit beaucoup de gens qui veulent absolument faire de l'argent, mais qui ne mettent pas de moralité là-dedans. Peu importe les moyens pour faire de l'argent. Quitte à s'absoudre de leur géographie, de leur fiscalité. On va poser des mots parce qu'ils ne partent pas à Dubaï que pour le soleil et le désert. Hein. Ouais. Faut arrêter de nous vendre ça, en fait. Donc, Donc, l'argent, c'est un des critères qui va dire est-ce que la proposition de valeur que j'amène sur le marché est corrélée par le marché ou pas ? Est-ce qu'il y a des gens qui achètent ce truc ? Est-ce que ça active de la désirabilité ? Est-ce que ça résout des problèmes ? Bon. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est ton ego. Si tu fais ça pour ton ego, on retrouve beaucoup d'entrepreneurs qui font beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux et quand tu regardes les chiffres de leur business, qui sont assez médiocres, mais ils nourrissent leur ego. Il faut un peu d'ego. Sans ego, tu peux pas avancer. Ouais, c'est sûr. Mais il faut pas que cet ego soit malsain. Comment on dose bien ? Parce que j'ai l'impression que la limite entre je fais un peu et je fais trop, elle est très... En fait, il faut que ça te soit utile. Il faut que ça soit utile à ta stratégie. Mais il faut pas que tu le fasses en te disant j'ai juste le plaisir de le faire pour le faire. C'est pas une logique quantitative. Ouais, je vois. Moi, ce qu'on m'avait dit, c'est pose-toi la question quand tu fais quelque chose, pourquoi tu le fais. Ouais, et en fait, c'est ça. En fait, il y a des trucs que j'ai fait.
parce que moi, j'avais ce truc-là où moi, j'ai eu des gros problèmes de santé. J'ai eu un accident, je suis tombé dans l'escalier, j'étais censé être paralysé. Donc, j'arrivais au collège en cours, c'est-à-dire j'avais des secousses comme ça. Les gens se foutaient de ma gueule. Enfin, c'était vraiment catastrophique. Donc, tu as ce truc-là un peu de revanche après, à te dire, tu vas t'acheter une montre, tout ça, tu gagnes de l'argent. Mais au bout d'un moment, moi, ça a été un moteur pour moi. Mais là, je me rends compte qu'au bout d'un moment, ça devient presque malsain. Parce qu'en fait, moi, le problème, c'est qu'à force d'avoir un peu fait le malin comme ça, entre guillemets, sur LinkedIn, ça a fait décoller ma boîte parce que je faisais des posts LinkedIn, tu vois, je disais, je gagne 35 000 euros par mois à 17 ans, enfin, 35 de chiffre d'affaires, et ça a complètement décollé. Mais aujourd'hui, j'ai compris que Jeff Bezos avait dit le branding, c'est ce que disent les gens de toi quand tu sors de la pièce. Et au bout d'un moment, moi, j'étais arrivé à un stade où les gens ne disaient plus Célian, il fait de belles vidéos. Ils disaient Célian, il fait tant et tant d'argent. Et j'ai compris que pourquoi est-ce que les gens achètent mon service? Parce que je fais une bonne vidéo. Mon client, il s'en fout que je passe beaucoup d'argent ou pas. Enfin, beaucoup. Ça dépend de quelle vision on a. Et en fait, j'ai compris que c'est là où on dépasse un peu la limite. En fait, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de soigner des choses personnelles à travers l'entrepreneuriat. Ouais, c'est vrai. Quand tu discutes avec les entrepreneurs, ils te parlent tous de leur parcours. Ils vont te dire, moi, il m'est arrivé ça à l'école, ou il m'est arrivé cet accident-là dans la vie, ou j'étais le mec le plus maltraité de la classe et aujourd'hui, je prends une revanche sur ces gens-là, etc., etc. Ou tu as même des gens qui te disent... je n'ai pas été longtemps salarié dans ma vie, mais le peu que j'en ai vu, ça ne me plaisait pas. Il faut que tout le monde soit entrepreneur. Je vois. En fait, c'est leur vérité à eux. Ils veulent l'appliquer à tout le monde, mais c'est pas vrai. Tous les entrepreneurs ne sont pas des salauds de patrons. Tous les salariés ne sont pas des je m'en foutistes. C'est vrai. Le monde n'est pas aussi manichéen, en fait. Et donc, quand tu discutes avec les entrepreneurs, la question qu'il faut toujours se poser, c'est d'où ils parlent. C'est quoi leur histoire personnelle? Parce que ça va mettre en perspective la nature et les leçons qu'ils vont te donner. Et l'entrepreneuriat, ça t'oblige à faire de l'introspection, ça t'oblige à te regarder nu et à être réaliste, et aussi à comprendre pourquoi tu t'es jeté dans cette aventure et ce que tu essayes de résoudre. Et ce que tu essayes de résoudre quand tu es un entrepreneur de 20 ans n'est pas la même chose que quand tu es un entrepreneur de 30, de 40 ou de 50. Et donc, c'est normal que ton comportement d'entrepreneur ne soit pas le même parce que tu as déjà résolu des problèmes, tu as fait ton premier million, et puis ta vie a changé, ton statut social a changé, tu as appris ce que c'était que la déception dans ta vie privée, le regard de tes amis qui change en fonction de ton succès, etc. etc. Tu es passé à travers toutes ces étapes. Et en passant à travers toutes ces étapes, tu apprends des choses sur toi et sur le monde qui t'entoure. Et je pense que plus on progresse en expérience, moins on a de certitude. Plus on progresse. C'est vrai, ouais, je viens de capter le truc, mais t'as raison. Moi, en fait, les gens qui sont pétris de certitude sont des gens qui ont peu d'expérience. Parce que le monde est divisé en 3 parties. Ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, et ce qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que quand tu as bien cerné ce que tu savais, et ça prend du temps de savoir quelque chose et d'être capable de dire « ça, je suis un sachant ». Ça prend énormément de temps et de travail pour être un tout petit peu sachant sur un secteur. Du coup, par exclusion, tu vois ce que tu ne sais pas. C'est vrai, donc, tu vois tout ce que tu ignores par ailleurs. Ça te rend humble. Ça calme un peu ton ego. Et imagine ensuite toute la dimension qui est ce que tu ne sais pas encore. Ouais, t'as raison, mais moi, plus j'évolue, plus je me rends compte qu'en fait, moi, j'ai souvent des avis très clivants et très tranchés, mais en fait, parfois, je change. Genre, en 2 mois, je passe aux 2 extrêmes, en fait. Mais je pense que c'est plus intéressant d'avoir ce truc-là où on est un peu tranché sur un truc, mais on change plutôt que d'être trop dans la nuance. Mais pour le coup, ouais, t'as vraiment ce truc-là où t'es obligé de te remettre en question. Et moi, là, ce que j'ai fait pour 2024, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que plein de fois, je me suis persuadé de trucs qui n'étaient pas vrais. C'est juste que ça m'arrangeait que ce soit comme ça pour cacher un peu ce truc-là où t'es mauvais. Et je me rends compte que c'est souvent pareil qu'avec les gens qui critiquent beaucoup. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui passaient leur temps à critiquer, et c'est souvent les gens qui critiquent le plus qui sont les plus critiquables. Il faut toujours se dire quand on fait quelque chose, pourquoi on le fait. Mais c'est comme quand tu achètes une voiture. Tu adores cette voiture, tu as comme projet de l'acheter, etc., etc. Et tu dis, elle est formidable, etc. Puis tu achètes cette voiture, et à partir du moment où tu l'as, et que tu la conduis, tu te rends compte qu'il y en a plein d'autres.
Tu dis encore une, la même, Ouais. la même. Avant, tu t'en voyais finalement Mais oui. peu. Mais en fait, c'est exactement la même chose. Je pense que avec le temps, on se rend compte qu'on sait finalement peu de choses. On n'aura pas beaucoup de temps pour en savoir un tout petit peu. Et on doit rester très humble par rapport à tout ce qu'on ne sait pas et qu'on ne saura jamais. Et ça calme un peu les égos. C'est vrai. T'as raison. Mais moi, je pense que... Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, mon plan pour, en fait, pour que ma boîte, elle continue à grossir, c'est plus d'avoir cette vision-là, de me dire quel impact je veux avoir sur ce marché, plutôt que combien je veux faire d'argent. Je pense que c'est ça ce qui va me... Aujourd'hui, je sais pas si tu vois un petit peu ce que je fais par rapport à mon agence. J'ai regardé. Ouais. Moi, pour le coup, ce qui m'a permis un peu de décoller, entre guillemets, c'est de me dire, je fais des vidéos pour les SaaS. Aujourd'hui, maintenant qu'on est en podcast, j'en profite. Si t'étais à ma place, pas forcément si t'étais à ma place, mais qu'est-ce que tu me recommanderais? Moi, j'ai envie de faire ça pendant des années, de vraiment essayer de, comme toi, tu l'as fait, entre guillemets, c'est de rester focus. Et j'aime pas faire 36 000 business d'un coup, je veux rester focus sur un truc. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Comment est-ce que tu verrais aujourd'hui un business comme le mien grossir? En fait, tu as pris un fil de la pelote et tu as dit, bon, bah voilà, je veux faire de bonnes vidéos pour ce segment-là de marché. Puis maintenant, tu dézoomes et tu dis, en fait, les vidéos, c'était quoi? C'était leur résoudre ce problème. Mais globalement, c'est quoi le problème que tu veux résoudre pour ces boîtes-là? C'est quoi leur vrai problème? Dans lequel il va y avoir plusieurs réponses que tu vas pouvoir combiner dans une offre où les vidéos ne seront qu'une dimension de l'offre. Mais si tu arrives à être quelqu'un qui solutionne efficacement un problème d'une industrie particulière, alors tu as bonne réputation, alors tu as de bons résultats, alors tu es bien prescrit et tu peux bâtir une croissance solide. Mais pose-toi la question du problème que tu résous pour tes clients. Les vidéos, ça n'est qu'un symptôme. C'est pas la racine du truc. Moi, le problème de mon client, c'est qu'en fait, il a un site, il n'arrive pas à expliquer ce qu'il fait, il se rend compte que les gens ne le lisent pas, donc il veut une vidéo parce que c'est plus simple pour expliquer. Mais je vois... Donc, ils ont un problème de storytelling. Donc, ils ont un problème de vulgarisation de leur métier. Dans le B2B est une part qui est complètement désinvestie par la communication. Comme si le B2C était noble pour les agences de com et le B2B était un truc un peu moins noble. B2C, tu veux dire? Ouais. B2B, moins noble. B2C, très noble. Tu fais une campagne pour Coca-Cola, super. Ça va peut-être mal te payer. J'ai rien contre Coca-Cola. Mais c'est très noble d'avoir fait dans ton portfolio une campagne pour Coca-Cola. Avoir fait de la com pour un mec qui a une entreprise contre les nuisibles, c'est moins noble. Tu vas pas aller gagner un grand prix de la communication avec ce truc-là. Pour autant, ce marché, il est énorme. Ce marché, il est énorme parce que la quantité de boîtes en B2B qui ont des problèmes à résoudre, qui sont assez peu démarchés ou mal démarchés, et il est colossal. C'est la même chose dans l'influence. Moi, je crois beaucoup aux créateurs de contenu, aux influenceurs, pour le B2B. Hyper spécialisés dans des niches et qui vont développer de l'expertise B2B. C'est ce qu'on m'avait conseillé. C'est une boîte, elle doit avoir des valeurs, une mission et une vision. Et il faut être vraiment concentré là-dessus. Je vois. Je regarde si j'avais encore d'autres choses. Mais en tout cas, j'ai pu profiter de ce podcast pour en savoir plus, un peu plus sur le business. Mais je crois, là, ce que tu as dit, là, les 10 dernières minutes, tu as résumé de manière avec beaucoup plus de vocabulaire tout ce que... j'allais parler justement de ce côté-là où aujourd'hui, moi, tu l'as aussi décrit avant, ce qui m'énerve, c'est quand moi je dis que je suis entrepreneur, les gens pensent direct le mec qui fait du trading à Dubaï, qui vend des formations pour devenir riche. Et je trouve que le côté un peu Instagram, tu vois, a gâché... après, j'ai rien contre Dubaï ou quoi que ce soit, mais a gâché un peu ce côté-là de l'entrepreneuriat. Parce qu'en fait, demain, tu prends 1000 sociétés, ils font pas du trading, ils font pas du dropshipping. Et je pense que tu as peut-être cette même vision-là, mais moi, j'ai toujours créé un business, pas parce que c'était à la mode, mais parce que j'aurais aimé être client. Et je pense que c'est ce qui est le plus important. Et je pense que c'est aussi peut-être ce qu'on peut recommander aux gens qui écoutent ce... Mais parce que ça résout un problème. C'est avant tout ça, en fait. Si tu crées un business parce que ça résout un problème... Mais je crois que je te l'ai piqué, cette phrase de résoudre le problème. Je l'ai piqué à quelqu'un, mais je crois que tu as dû la dire dans un podcast. C'est possible, je ne suis pas le seul à le dire, hein, mais ce que je veux dire, c'est que créer un business à partir du moment où, il y a des gens qui ont le même problème que toi et tu as envie de le résoudre.
Ça, c'est une bonne motivation pour créer un business. Ouais. Et peut-être qu'il y en a d'autres qui se sont attaqués à ce même problème, mais qui ne vont pas le résoudre de la même façon. Et c'est très bien, ça s'appelle des compétiteurs ou des confrères, peu importe. Il faut que sur un marché, il y ait plusieurs façons de résoudre ce problème. Il y a des gens qui essayent de résoudre le problème du smartphone. Il y a Apple qui a sa version et Android a la sienne. Et c'est deux offres différentes. Et tu choisis celle qui te convient le mieux. Et voilà. Et c'est la vie. Et c'est très bien. Les gens qui se posent des questions sur est-ce que je dois lancer un business ou pas, c'est est-ce que ça résout un problème ? Est-ce qu'il y a véritablement un marché ? Est-ce que je vais avoir la passion de persévérer suffisamment longtemps avant d'être sûr de pouvoir en vivre ? Est-ce que le plaisir que je prends à essayer de résoudre ce problème va aussi me nourrir en attendant que le chiffre d'affaires arrive, parce qu'il n'arrivera pas instantanément. Donc c'est autant de questions qu'il faut se poser. Bon, il y en a plein d'autres, hein, mais c'en est quelques-unes, en tout cas les premières. Ne pas chercher à faire du consensus. Quand tu essayes de résoudre un problème, tu essayes de disrupter un truc, en fait. Tu vois, tout le monde voit le problème, personne n'arrive à le résoudre, ou peu de gens arrivent à le résoudre. Si dans ta vie, tu as besoin d'être validé par le plus grand nombre pour arriver à être épanoui, bah, c'est pas terrible. Parce que pour s'attaquer à un problème, il va falloir faire des trucs que les autres n'ont pas fait. Donc, il ne faut pas avoir peur d'être vu comme un peu marginal ou ne suivant pas les chemins habituels. Moi, ce que j'ai fait sur le marché de la vidéo motion, c'est j'ai dit système de modification illimité, j'envoie que la facture quand ça vous plaît à 100%. La vidéo, elle est en plusieurs langues, plusieurs formats. Tout le monde m'a dit, mais tu vas avoir les pires clients du monde. Mais en fait, en vrai, j'avoue, c'est ce qui a fait décoller. C'est ce qui m'a permis de signer des clients. Parce qu'en fait, ça servait à quoi d'arriver sur un marché, de faire comme tout le monde. Et je savais que le truc des modifications illimitées, c'était risqué, mais c'est prendre ce risque qui m'a permis. C'est comme Amazon qui te propose de renvoyer ton colis gratuitement. Je crois qu'il y a 30% des colis qui sont renvoyés. Donc, il doit perdre une quantité d'argent énorme, mais c'est quand même rentable. Et c'est surtout rien par rapport à la réputation qui se sont construits sur la qualité de service. C'est-à-dire que tu sais qu'avec Amazon, tu n'auras pas de problème. Oui, tu peux retourner ton colis. Oui, si tu veux te rembourser, tu seras remboursé. Oui, on ne va pas t'emmerder, on ne va pas te poser de questions, etc. Ils sont même allés plus loin. Sur certaines catégories de produits, ils te disent, écoutez, vous ne le voulez pas, je vous rembourse, mais gardez le produit. Ça va me coûter plus cher de le ramener en entrepôt. Oui, c'est sûr. Je voulais aussi te poser une dernière question. J'ai compris, moi, ce qui m'a en vrai beaucoup aidé aussi, c'est l'entourage. Ça a changé beaucoup de choses. J'ai fait l'erreur de fréquenter beaucoup de gens qui étaient, que je respecte, mais plutôt dans ce domaine-là, je sais pas trop comment dire, mais qui étaient trop obsédés par vouloir faire de l'argent, qui en vrai étaient avec beaucoup d'ego, et ça m'a obligé à copier leur comportement. Et je me dis que, est-ce que tu as quelqu'un en particulier que tu me recommanderais, ou un type de personne en particulier que tu me recommanderais d'aller pour faire des podcasts, pour faire du contenu, ou m'associer pour m'améliorer dans ma société? Il y en a plein. Il faut que déjà tu essayes d'approcher les podcasts que tu aimes bien. A priori, c'est ce que tu as fait. Il faut que tu continues dans cette voie-là. Ça va t'aider. Il faut que tu te dises, je vais passer un bon moment. Ça a avant tout de la valeur pour moi. Et si ça en a pour moi, ça en a pour ceux qui me lisent. Puisqu'ils savent qui je suis, ce que j'aime. Donc, il y a des chances que si ça m'intéresse moi, ça les intéresse eux aussi. Et donc, c'est ça les critères. Il faut que tu te fasses plaisir. Et il faut que ça soit cool. Quand tu fais ça, tu fais du marketing pour ta boîte. Donc, il faut que ça soit un bon moment, il faut que ça soit agréable, il faut que les personnalités que tu mets en avant sont des gens avec qui tu as des anecdotes particulières ou des envies particulières de discuter. Je vois. Donc, c'est ça les critères numéro 1. Et ça se verra dans ton contenu. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui sont hyper successful sont parfois incroyablement accessibles, en fait. Il y a un mec qui se reconnaîtra peut-être dans le podcast qui a revendu son SaaS, je crois 75 millions, et je lui ai envoyé un message LinkedIn, il m'a envoyé son calendrier, il m'a dit viens, et pendant 2 heures il m'a conseillé. Alors qu'à côté de ça t'as l'influenceur LinkedIn qui va facturer 500 € de l'heure, alors qu'en vrai il n'y a pas grand chose derrière, en fait. Ça dépend. Pas tous, il y en a qui ont beaucoup de valeur, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai trouvé ça incroyable de voir à quel point est-ce que avec de l'audace, et de voir à quel point les gens, il y a un côté où c'est accessible, ça veut tout rien dire après, parce que j'ai aussi fait quelque chose derrière, c'est pas, je suis pas débarqué comme ça, mais il y a ce côté-là où, toi, par exemple, le fait que tu as accepté le podcast,
ça va pas te permettre de faire plus d'argent, ça va pas changer ta vie, mais tu l'acceptes quand même. Alors qu'il y a des gens, tu vois, qui genre ont fait genre 1000 fois moins de choses que toi et qui n'accepteraient pas par par ego, ou se dire ah tiens, c'est un podcast qui démarre, ou moi j'en suis déjà là, etc. Mais écoute, moi j'ai une devise, c'est on ne retire pas l'échelle après soi. Donc de façon générale, quand tu as fait un truc, quand tu as gravi quelques barreaux sur l'échelle, eh ben, tu fais en sorte qu'elle profite à quelqu'un d'autre. Donc je me fous de savoir si c'est un podcast très connu, un podcast pas connu, etc. Si ce on s'est dit est agréable pour toi, utile pour toi et pour les gens que tu vises, alors c'est ce qui compte. La question que tu dois aussi te poser, c'est quand tu demandes des conseils à quelqu'un, c'est est-ce que c'est le business model du gars ou pas. Le mec qui a fait son exit, il vend pas des formations. Il m'a donné des conseils, mais en fait j'ai compris que un mec qui avait juste vendu son agence 1 million, il m'aurait peut-être donné des meilleurs conseils, parce qu'en fait le mec a fait un SaaS, faut pas être influencé parce qu'une personne a beaucoup d'argent, elle a pas forcément, si elle est dans un business totalement différent, les conseils qu'il va te donner ne sont pas forcément applicables. Il y a ça, et ce que je te dis aussi, c'est que si tu t'adresses à un mec qui est connu et qui vend des formations sur Internet, il est assez logique que quand tu lui demandes des conseils, il t'envoie une offre commerciale. C'est sûr. Si tu t'adresses à un entrepreneur qui a vendu sa boîte, mais dont le business n'est pas de vendre des formations, il peut être logique qu'il te reçoive et qu'il essaye absolument de rien te vendre, juste parce qu'il se dit, tiens, ce que je vais dire peut-être lui être utile. Moi, pour le coup, les formations en ligne, j'ai jamais suivi de formation en ligne. Le seul truc qui m'a énormément aidé, c'est comme dit les podcasts et les livres aussi. Je pense que c'est le truc. C'est la base. Après, il y a des sous-estimé. Il y a des bonnes formations en ligne. Bon, oui, c'est sûr. C'est aussi un métier qui a quelques margoulins qui font que ça n'a pas toujours bonne presse, mais il y a des gens qui travaillent extrêmement bien sur la formation en ligne. Je pense à Antoine BM qui fait des trucs assez cool sur des thématiques. Exactement. À Paul Barbosa chez nous, qui est un créateur qu'on représente, qui fait des formations sur justement l'efficacité au travail, travailler moins mais travailler mieux. Son objectif tous les jours, c'est que les gens qui l'écoutent travaillent le moins d'heures possible et le plus de résultats possible. Et il leur livre des formations qui les aident sur des sujets très pratico-pratiques pour gagner en efficacité. Bon, c'est des mecs qui sont passionnés à l'idée de rendre les gens efficaces autour d'eux, etc. Mais qui veulent avoir un impact. Ouais, mais il y en a plein d'autres sur d'autres verticales. Une formation, c'est utile à partir du moment où c'est un shortcut qui va te permettre de te guider dans cette masse de savoir, de connaissances, et d'en tirer la substantifique moelle et te donner la curiosité, si tu le souhaites, de la creuser, de lire un bouquin complémentaire, d'aller chercher plus de spécialités. Mais si déjà il t'a fait gagner 2 ou 3 mois à défricher, organiser la connaissance, alors il a rempli sa mission. Et c'est sûr qu'en fait, c'est comme par exemple ce podcast. Moi, aujourd'hui, je suis venu, je me suis dit, OK, je vais essayer de poser des questions intelligentes et de faire un podcast qui peut-être va faire 1000 vues, mais où les 1000 personnes qui vont l'écouter, on sait qu'on a rapporté une certaine valeur et il y a des choses intelligentes, plutôt que de commencer le podcast, de dire, OK, alors, combien t'as gagné, combien t'as revenu, et combien d'heures tu dors par nuit, et après faire des extraits, et mettre une musique, et mettre des sous-titres, parce que je sais que ça ferait, en vrai, beaucoup de vues, mais j'ai compris que, pendant une période, je l'ai fait, mais j'ai compris que pour aller plus loin, pour vraiment être dans le vrai game de l'entrepreneuriat et faire quelque chose de beaucoup plus grand, au bout d'un moment, tu dois avoir plus d'impact et faire un truc plus intelligent. Il faut prendre son temps, être rigoureux. Voilà. Moi, j'ai une théorie qui dit que la motivation n'existe pas, elle n'est que passagère. Il n'y a que la discipline qui existe, en fait. C'est vrai. C'est de la discipline que naît la motivation, et pas le contraire. Ouais, mais la motivation, beaucoup de gens l'utilisent comme une excuse. Mais en vrai, moi, je pense que... Mais toi, ça va être pareil, 80% du temps, t'es pas motivé. En vrai, c'est juste... t'es malhonnête si tu dis que tous les matins, tu te réveilles avec la même motivation. Il t'arrive des trucs dans la vie. Il nous arrive des trucs à tous. Il suffit de regarder la société dans laquelle on vit. Sauf à vivre dans une bulle déconnectée du reste du monde. Les événements autour de toi ont de l'impact sur ta motivation. Par contre, si tu es très discipliné, très organisé, que tu gères ton temps correctement, etc., cette discipline force ta motivation. Et du coup, tu as des résultats qui sont peut-être moins spectaculaires ou moins en soubresaut avec des pics et beaucoup plus réguliers. Et c'est ce côté très métronome, très régulier qui va entretenir ta motivation. Mais oui, c'est la répétition. Et moi, j'ai aussi ce même mode où je dors
4-5 heures par nuit. Mais en fait, moi, j'avoue, j'ai une part de discipline, mais j'ai une part où je peux pas aller dormir alors que j'ai encore des trucs à faire. J'ai ce côté-là où tu as quand même envie. Et c'est le fait d'avoir une mission, on en revient à cette base-là, en fait. Et avant, quand j'étais juste, je peux faire de l'argent, je travaillais beaucoup moins et j'avais moins de discipline, justement. Donc, ouais, je pense qu'il y a un côté. Ouais, il y a un côté beaucoup. Ouais, mais on en revient, en fait, au même truc. Beaucoup de gens veulent les résultats, peu veulent parcourir le chemin qui mène à ces résultats. Et c'est quand moi, le chemin aujourd'hui de monter une boîte, de recruter, genre actuellement, tout ce qui se passe dans ma vie, genre venir ici, par exemple, si j'étais pas entrepreneur, je l'aurais jamais fait. Et pourtant, j'aurais rêvé de le faire. Donc, le chemin, il est incroyable parce que je vais rencontrer plein de personnes, je vais prendre risques, je vais voyager. Et donc, en fait, finalement, le fait de revendre sa boîte 10, 50, 100 millions, ou peu importe, il y a une part aussi de finalité, d'objectif. Mais le chemin, en vrai, il peut être tout aussi incroyable que la satisfaction que tu as que de revendre. Après, si à la fin, tu es fauché, c'est pas ouf. Mais je pense qu'il y a une. Faut trouver le juste milieu. Oui, tout dépend de ce que tu as vécu entre les deux, en fait. Tu peux avoir appris des choses, tu peux avoir rencontré des gens. C'est important de rater des choses. C'est sûr. Sinon, tu peux pas apprécier celles que tu réussis. Ouais, c'est vrai. Et puis, t'es obligé de rater. Moi, en vrai, je raconte là que j'ai monté mon agence, mais en vrai, si tu savais le nombre de trucs que j'ai monté, je pensais... J'ai échoué plus de trucs, en vrai, que j'ai réussi. Mais c'est parce que j'ai réussi des trucs parce que j'ai échoué une fois de plus. Exactement. Tant mieux. On peut pas apprécier ce qu'on réussit sans avoir échoué sur plein de choses. Et la désillusion, c'est aussi ce qui crée plus de pragmatisme, ce qui crée plus de réalisme. Et si tu veux entreprendre durablement, il faut être pragmatique, il faut être réaliste, il ne faut pas se bercer d'illusions, il ne faut pas vivre dans des fantasmes, etc. Il faut être réaliste, en fait. Et ce que j'ai aussi remarqué, c'est que moi, en 2023, l'erreur que j'ai faite, c'est aussi de trop parler. À chaque fois que je voulais faire quelque chose, je disais que j'allais le faire à tout le monde. Et là, actuellement, j'ai fait l'inverse. Et j'ai vu que les gens qui font le plus sont ceux qui parlent le moins de ce qu'ils vont faire. C'est aussi un truc que tu as remarqué personnellement? Oui, moi, ça a toujours été ma nature. J'aime pas trop annoncer les choses que je vais faire. Tu travailles dans le silence et après... Je fais ce que j'ai à faire. Et si on ne s'est pas trop trompé et si on a plutôt été bon, le produit fait son boulot tout seul. Parce que en fait, tout le monde parle comme s'il maîtrisait. Genre, tout le monde dit, OK, mon plan pour 2024, c'est de faire ça, ça, ça et ça. Mais en fait... oui, mais c'est comme... Là, on est en début d'année. C'est comme tous les mecs qui font de la prédiction de tendance sur notre secteur, etc. Oui. Alors, oui, il y a des choses avec beaucoup de travail, d'analyse, un peu d'historique, etc. Tu vois que ça va à peu près vers là. Mais après, il faut avoir l'humilité de se dire, bon, on ne sait pas trop. On sait rien. Et je pense que c'est aussi ce truc de se dire, qu'est-ce que je peux faire de plus impactant aujourd'hui, demain et dans 3 mois, en vrai, on s'en fout. Je pense qu'il faut savoir où on veut aller. Mais moi, chaque jour, je me dis, OK, et c'est pour ça aussi que je t'avais contacté, parce que je me suis dit, OK, là, il me reste encore 1 heure aujourd'hui. Quelle est la dernière chose la plus impactante que je peux faire? Et OK, je me suis dit, je vais faire ça. Mais en vrai, de base, alors quand j'avais pas encore ce mindset-là, je me disais, OK, alors je vais le mettre sur ma to-do list pour le faire dans 3 semaines. Et en fait, si je l'avais mis, je t'aurais contacté un lundi matin 8h. Et tu n'aurais peut-être pas eu le temps de répondre. Donc, ou j'en sais rien en vrai. Mais c'est en faisant les choses différemment que tu arrives aussi à avoir des résultats que personne n'a pas forcément encore eu. Tout ce qui prend moins de 5 minutes, le mets pas dans une to-do list, fais-le tout de suite. Ouais, les to-do list, je pense que il y a une part d'énorme arnaque dans les to-do list. C'est-à-dire, pendant longtemps, les to-do list, ça me faisait perdre en productivité et ça m'augmentait juste mon stress. Maintenant, j'ai plus de to-do list, juste s'il y a un truc à faire, je le fais. Et je considère que si je le fais pas maintenant, c'est pas forcément hyper important. Ou alors, je mets dans mon agenda. Mais sinon, le reste... moi, mon outil principal de travail, c'est mon agenda. Mais à côté, j'ai quand même... Oui, je crois que l'outil, c'était... J'ai Things comme to-do list. Et dedans, je mets des trucs qui me concernent moi, pas avec les autres. C'est vraiment mes objectifs de ce mois-ci, de ce trimestre-là, etc. Et ensuite, je les redécoupe en petits objectifs. Et au fur et à mesure où le temps passe, je vois la progression. Et je vois si on va tenir le timing ou pas. Si tu es à 90% du temps et 10% de progression, il y a peu de chances que ça se passe. Mais ouais, je sais pas ce que tu veux dire, mais il y avait un entrepreneur qui avait dit, je sais plus qui, mais tu commences à être productif le jour où tu comprends que 80% des trucs que tu fais servent à rien. Oui, je sais plus qui avait dit ça, mais c'est vraiment le nombre de trucs que tu fais. Toujours poser la question pourquoi je fais ça. Et pareil, il y a plein de trucs que moi je fais qui sont incroyablement chiants, mais je sais que ça a de l'impact. Et il faut pas faire le truc, ouais, ça me fait plaisir de le faire et le prioriser avant. Et toi, je crois que tu fais aussi ça. C'était Romain qui faisait ça.
tu commences ta journée, tu fais tous les pires trucs dès le début comme ça. Même pas que c'est fait, mais c'est que les pires trucs, souvent, c'est ce qui a le plus d'impact et c'est ce qui fait avancer ta boîte. Oui, et puis surtout, si tu les fais en début de journée, quand tu es frais, tu les fais plus vite, plus efficacement. Tu es double payé parce que tu as la satisfaction de démarrer ta journée en disant bon, ben, tout ça, c'est fait. Maintenant, je vais pouvoir profiter de tout ce qui reste à faire, mais qui est plus cool ou plus agréable. Bon, voilà, après, on pourrait en parler pendant des heures, mais c'est sûr. Chacun a un peu ses méthodes. Il n'y a pas de méthode parfaite, chaque personne est différente. Il faut chercher surtout celle qui te correspond le mieux. Après, il y a quelques grandes règles où je vois aussi beaucoup de gens qui démarrent en disant je vais réinventer la roue, etc. etc. Non, il faut avoir l'humilité aussi de se dire il y a des mecs qui, depuis des dizaines et des dizaines d'années, essayent des trucs. Peut-être qu'ils ont et détecter 2-3 trucs qui marchent et 2-3 trucs qui ne marchent pas. On pourrait démarrer de là. Et après, quand tu maîtriseras un petit peu, tu pourras fine-tuner. Mais je connais personne qui a démarré le vélo sans les roulettes. Ouais, il n'y a pas besoin de réinventer la roue pour faire un skateboard. C'était ça la punchline. Je ne sais pas qui, mais bon, on ne cite pas dans ce podcast. Mais bref, voilà, c'était trop cool. Merci Manuel pour ce podcast. Merci de ton invitation. C'était très cool. Comme dit, on a fait un podcast où on essaye d'apporter de la valeur. J'en ai aussi profité pour mieux comprendre ma boîte, mais je pense que ça va aussi aider pas mal de personnes, ou peut-être pas, on verra. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast, et puis on se revoit très bientôt. Salut.